Zabrak, Twilight ou Droid, parlons Star Wars. Comme chaque semaine, on débriefe ensemble les 2 derniers épisodes de Maul Shadowlord, les amis. Et on va donc revenir sur ces épisodes 7 et 8 avant de se diriger vers le grand final de la semaine prochaine pour le Star Wars Day. Je vais vous détailler mon avis et vous donnerai ma note sur l'échelle du Jar Jar avant qu'on puisse débattre en commentaire pour que je sache ce que vous en avez pensé. La chaîne est faite pour ça. Avant de démarrer, n'oubliez pas, si vous aimez ce que je fais et souhaitez aider la chaîne à grandir, abonnez-vous, likez et commentez la vidéo. Bref, vous connaissez, donc je me lance tout de suite pour vous donner mon avis sur les épisodes 7 et 8 de Maul Shadowlord. Bon, avant de rentrer dans le détail des points qu'on pourra analyser, je pense qu'on peut juste s'arrêter un petit moment pour se dire qu'on prend quand même un sacré pied à regarder cette série, les amis. Je sais pas pour vous, mais moi c'est un réel plaisir chaque lundi de me dire allez, on se remet devant l'écran, il y a 2 nouveaux épisodes qui viennent de sortir. Qu'est-ce que c'est agréable honnêtement de voir cette qualité qu'on nous propose, ça donne vraiment envie de repartir dans l'univers. Bien sûr, je dis pas que c'est la première fois que ça arrive, quel kiff c'était de découvrir chaque semaine les épisodes d'Andor, c'était juste fou et j'en suis encore nostalgique, mais je dois avouer que ça ne me l'a pas toujours fait pour les projets Star Wars dès leur première saison de surcroît, donc franchement on doit le dire, surtout en tant que fan quand on aime quelque chose, et on a assez critiqué Lucasfilm et Disney quand on trouvait des trucs qui nous convenaient pas, pour avoir l'honnêteté de dire que Shadowlord pour le moment, c'est juste génial. Je veux pas en faire trop parce qu'on reste sur une série animée avec des épisodes assez courts, mais comme je l'ai déjà dit dans mes avis précédents, on n'est pas loin du perfect parce que quand t'as une histoire intéressante avec des personnages bien écrits sur le fond et que t'as une vraie proposition artistique sur la forme, eh bien tu mets quasi tout le monde d'accord. Et en plus sur ces 2 nouveaux épisodes, ils ont réussi à ajouter un ingrédient que je réclamais la semaine dernière et qui était le dernier petit truc qui manquait, c'est l'émotion. Parce que oui, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite, mais qui s'attendait à voir Maul pleurer sincèrement? Ça m'a saisi tout de suite et j'avais décidé de pas tourner de vidéo réaction sur cette série, mais vous auriez pu voir que j'ai eu la larme à l'œil, sincèrement. Il m'a fait énormément de peine. J'avais loué la qualité d'écriture des nouveaux personnages comme Lawson ou Devon, mais les scénaristes ne sont pas passés à côté de Maul non plus, car nous faire comprendre ce méchant hyper caricatural à la base, qui n'est que haine et vengeance en lui donnant une profondeur par rapport à son passé et au traumatisme qu'il a pu connaître dans sa vie, c'est tout simplement brillant dans la manière dont ça a été fait. Ça s'accompagne bien sûr de tout ce qu'on a pu suivre sur ce personnage au fil du temps et des projets Star Wars, comme The Clone Wars, Rebels ou les comics, qui ne nous ont pas rendu Maul sympathique, mais tout du moins familier, avec une bonne connaissance de son destin, et des épreuves qu'il a pu endurer, et on va pas se mentir, on a tous développé de l'empathie pour lui, et là on en a atteint le paroxysme. Cette émotion commence donc dans le combat entre Maul et les 2 inquisiteurs, avec la première mort d'un des personnages assez présents à l'écran et faisant partie du collectif de l'ombre, qui n'est autre qu'un des frères de la nuit, celui nommé Scorn, qui aura bien aidé Maul en le sauvant d'un coup de sabre laser fatal de la part des inquisiteurs, et qui déclenchera, on le sent, la tristesse de son frère Icarus. On voit le parallèle qu'ils ont essayé de faire avec l'histoire entre Savage et Maul, afin qu'il replonge dans le traumatisme qu'a été la perte de son frère, car comme par hasard, celui qui meurt est celui qui a la peau orangée, se rapprochant de celle de Savage qui était jaune, et celui qui survit a la peau rouge comme Maul. Sans parler de sa mort en elle-même, très proche de celle de Savage, avec un coup de sabre laser dans le corps, puis projeté dans le vide par la force, le rappel était évident. Ce combat entraînera pour Maul son isolement du reste de son équipe, la perte de fonctionnalité de ses jambes, l'image donc de la perte de son frère, et lui rappellera la trahison de Sidious avec les inquisiteurs qui une fois de plus lui disent que son ancien maître veut sa mort. On est sur un véritable rappel de tous ses plus grands traumatismes qui vont déclencher chez lui ce moment d'introspection qui a été absolument jouissif pour tous les fans, je pense. Car bien entendu, j'ai adoré ces scènes de flashbacks se passant dans l'esprit de Maul, c'est clairement le cœur des 2 épisodes, racontant son destin avec des passages que nous connaissions et d'autres jamais vus, comme son départ de Dathomir avec Sidious, provoquant toute la tristesse de Savage et qui déclenchera sûrement son envie de le retrouver plus tard. Puis le début de sa formation faite de sévices et d'humiliation de la part de Sidious, notamment avec ses éclairs, alors qu'on sent de la douceur chez le Zabrak qui ne cherche qu'à rendre fier son maître, mais qui sera obligé de s'endurcir afin de pouvoir supporter autant de souffrances physiques.
Vient ensuite la douleur de la perte de ses jambes causée par Obi-Wan, qui bien entendu est un vrai traumatisme pour lui, car c'est l'événement qui actera le désintérêt de Sidious pour lui, et démarrera une longue période de solitude et de souffrance physique et mentale. Ce qui est intéressant à souligner sur ce passage, c'est que le visage d'Obi-Wan n'est pas représenté, ce qui, selon moi, nous indique le fait que Maul ne porte plus totalement attention sur le Jedi, mais qu'aujourd'hui la véritable cible de sa haine est bien son ancien maître Sith. On observe après cela la réunion de Savage et Maul sur l'Auto-Minor, qu'on avait pu voir dans The Clone Wars, avec un Maul quasi fou après une décennie complète seul et abandonné à son sort par Sidious. On retrouve vraiment bien le trauma qu'il a gardé de cette période et qui ici refait surface à cause, comme je vous le disais, de son isolement et de ses jambes mécaniques en piteux état. C'est du coup totalement cohérent de le revoir basculer dans une certaine folie et un espèce de syndrome post-traumatique, entendant des voix dans sa tête et se parlant à lui-même en pleine introspection, revoyant également la scène de l'assassinat de Savage par Sidious, ce qui est une de ses plus grosses blessures et qu'on avait pu également voir dans The Clone Wars. On voit pas par contre la mort de sa mère, Talzin, de la main de Grievous mais sur ordre de Palpatine, et c'est dommage parce qu'on ne l'a eu que dans le comics Fils de Dathomir. J'aurais bien aimé le voir dans cette scène, ça y avait sa place. En tout cas, au sortir de cela, Maul a définitivement tourné sa haine et son désir de vengeance contre son ancien maître Sidious, et on va voir jusqu'où ça le mènera dans la série, car en vérité, on connaît la finalité du destin de ce personnage, qu'on avait pu voir dans Rebels. Je veux y revenir très rapidement, alors attention pour ceux qui ne veulent pas être spoilés et qui n'ont pas vu cette merveille de série animée qu'est Star Wars Rebels, fermez les yeux et bouchez-vous les oreilles une minute. Faites-le, hein. On vous attend. Parce que oui, comme vous le savez, à un moment donné, Maul renouera avec son désir de vengeance contre Obi-Wan, mais on le sent usé au bout de sa quête personnelle, qui a donc été infructueuse car Sidious étant à ce moment-là en vie et tout puissant. On a l'impression d'un dernier baroud d'honneur pour Maul dans ce duel avec son ennemi juré d'antan, qui lui a encore une mission de la plus haute importance, devant protéger Luke sur Tatooine. Et on sent au moment de sa mort dans les bras d'Obi-Wan que malgré ce combat, c'était bien Sidious qui l'obsédait et était véritablement son ennemi, ce qui provoque même une certaine compassion du Jedi pour le Zabrak, sentant que c'était la colère qui avait consumé Maul, une colère compréhensible et qui est mise en pleine lumière dans ces deux épisodes. Dis-le-moi, je dois savoir, s'agit-il de l'élu? Oui, c'est lui. C'est lui qui nous vengera tous. Ces dernières paroles auront donc été une fois de plus tournées vers Sidious, souhaitant que le petit garçon qu'Obi-Wan protégeait les vengera tous, lui, Savage, la mère Talzin et tous ses autres compagnons. Je voulais revenir rapidement là-dessus parce que cette scène développait déjà chez nous une certaine empathie pour Maul, qu'on avait comme Obi-Wan plus envie de prendre en pitié qu'autre chose, sentant un passé très difficile avec une haine prenant racine dans des épreuves atroces. Et la genèse de tout ça, on a pu la voir précédemment, mais elle prend forme officiellement dans ces scènes de flashback dans Shadowlord. Et donc comme je vous disais, quelle émotion j'ai ressenti quand j'ai vu ce Maul si vulnérable en train de consoler ce reflet de lui-même, si jeune qui apparaît, comme pour se pardonner son passé qu'il n'aurait en vérité pas souhaité. On imagine toute la solitude qu'il a pu traverser aux côtés de Sidious, cherchant désespérément une figure rassurante et protectrice, qui l'aurait peut-être amené du bon côté de la force. Et de le voir pleurer, se consolant lui-même au moment où il était un adolescent isolé et maltraité, matérialisant encore une fois toute la solitude du personnage, ne pouvant compter que sur lui-même, et ben ça m'a bouleversé, sincèrement les amis. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez ressenti la même chose que moi, je me sentirais moins seul honnêtement. Bon, on n'oubliera pas tous les crimes et méfaits qu'a pu faire Maul et qu'il continuera sûrement à faire après ces épisodes, mais je trouve cette compréhension du personnage tellement importante et bien écrite que je voulais vraiment le souligner. C'est pour moi ni une réhabilitation complète, ni une rédemption, mais on creuse sa psyché et on aura encore plus de clés pour comprendre ses actions futures, et notamment son état d'esprit au moment de Solo ou Rebels. C'est donc profond, créatif et sensible, et c'est ce genre d'écriture qu'on attend pour un public adulte dans un projet Star Wars, donc que dire, à part que c'était absolument passionnant.
Et ça donne en plus une logique aux possibles événements futurs, car avec ce Maul-là, on comprendrait d'autant plus un basculement de Devon à ses côtés, uni par le souhait profond de s'opposer à l'Empereur, faisant appel aux bons sentiments et au côté empathique des Jedi. Car oui, parlons de Devon maintenant, parce qu'elle aussi fait partie des personnages qu'on creuse encore un peu plus dans ces 2 épisodes, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils prennent le temps de la faire évoluer, sans qu'on sache de quel côté elle finira par basculer. Parce qu'effectivement, depuis le départ, et également ici, elle envoie pas mal de signaux contradictoires, avec d'un côté un discours et une fidélité à son maître digne des Jedi, mais de l'autre des attitudes et des volontés qu'on sent éclore, qui se rapprochent plus des objectifs de Maul. On voit d'abord qu'elle se méfie toujours de Maul, elle le dit bien à Riley, elle est pleinement consciente qu'il a assassiné bon nombre de personnes, dont beaucoup de Jedi, mais ça ne l'empêche pas de suivre le Zabrak jusqu'à son repère et de partager des buts communs, comme la chute de l'Empire bien évidemment. On voit notamment un petit détail qui n'a l'air de rien, mais qui peut laisser un petit indice sur la mentalité de Devon, avec la scène où elle suit Maul dans les bas-fonds de Janix, et où elle lui explique qu'elle doit ramener ce gamin à son père en parlant de Riley. C'est clairement pas un terme très respectueux et qu'on a du mal à imaginer dans le vocabulaire d'un Jedi. Ça fait vraiment penser à une apprentie Sith qui suit et parle à son maître. Mais pourtant Devon combattra quand même Maul avec un peu trop de rage pour une padawan selon moi, car on l'entend crier et on sent bien qu'elle commence à se servir un peu de sa colère en combat. Puis un choix va se dresser face à elle, rester avec Riley pour le protéger et le ramener à son père, ou aider Maul à combattre l'Empire et faire face aux Stormtroopers. On la voit choisir la deuxième option, et ça ressemble beaucoup à une analogie de ce qui pourrait se passer plus tard, avec une Devon privilégiant la lutte contre l'Empire en rejoignant Maul, à la vocation première des Jedi qui est d'aider et protéger les autres. Bon, on sent venir le basculement de plus en plus, bien entendu, avec pour couronner le tout le fait qu'elle souhaite cacher ce qui s'est passé à son maître Daki et qu'elle élude totalement la présence de Maul au moment de l'enlèvement de Riley. Bon, je le dis depuis le début de la série, mais l'écriture des personnages est vraiment excellente et Devon, qui est peut-être le vrai personnage principal de la série, en est une illustration parfaite avec un long développement et une vraie plongée dans sa psyché et ses motivations qu'on comprend tout à fait avec son envie de se rendre utile à ce qu'elle croit être le bien en souhaitant faire face à l'Empire et non se cacher. Ce qui s'explique par sa jeunesse et son envie de mettre à profit ses pouvoirs, mais c'est sûrement ce qui va causer sa perte vers le côté obscur. Bon, il y a toujours une incertitude, mais si on en prend le chemin, la justification aura été excellente en tout cas. Donc encore une fois, on sent tout le drame et le potentiel émotionnel que pourrait produire un tel choix de la part de Devon vis-à-vis d'elle-même d'abord, et de ses idéaux de Jedi, et bien sûr vis-à-vis de son maître que j'apprécie beaucoup, qui a l'air très sage et d'une profonde gentillesse. Bon, s'ils nous ont fait une petite créature verte en guise de maître Jedi, c'est pas pour rien non plus, on comprend qui est la référence, ça résonne tout de suite en nous, et donc imaginer Daki se faire trahir ou même pire par Devon, ça va forcément toucher, et même juste de le voir triste de réaliser que sa padawan va basculer, ça aura beaucoup de force dans la dramaturgie de la série. On n'est pas encore au bout de nos émotions donc, avec Maul et Devon bien sûr, mais aussi avec Two Boots qui a enfin rallié ses amis de toujours que sont les Lawson, ce qu'on attendait tous, on va pas se mentir, et comme je le disais dans ma vidéo précédente, le fait qu'un droïde fasse appel à des sentiments humains pour guider ses actions, c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans l'écriture de ce type de personnage, donc j'adore. Le voir faire fi des protocoles ayant compris toute l'inhumanité et la tyrannie du régime impérial sur Janix pour organiser l'évasion de son presque neveu Riley, tout cela en ayant le souci de blesser personne en activant les rayons paralysants de son blaster et finissant par retrouver son ami Wander, je trouve ça magnifique. D'autant plus que la réaction de Two Boots est vraiment touchante quand il remarque que son ami de toujours le reconnaît sans ses bottes. Ça montre chez lui qu'il avait un réel désir de se distinguer et de ne pas accepter l'indifférenciation, se prouvant à lui-même qu'il est bien un individu et non un énième droïde quelconque sans personnalité propre. Donc encore une fois, aller chercher l'émotion du personnage pour comprendre ses choix et expliquer la logique de ses actions, c'est la preuve d'une écriture intelligente et sensible qui, je l'espère, prendra une dimension encore plus forte pour le grand final de la semaine prochaine. Et pour finir sur l'émotion, je reviendrai rapidement sur une qui nous traverse sur ces 2 épisodes, c'est quand même la peur, parce que l'arrivée du 11e frère fait quand même bien flipper, c'est pour moi le plus inquiétant de l'Inquisitorius en termes de look, et j'aurais vraiment pas aimé être à la place de Riley quand il le voit débarquer dans la salle d'interrogatoire. T'as l'impression que c'est la faucheuse qui arrive et que tu vis tes derniers moments, donc c'est intéressant de voir ce potentiel horrifique qu'a la licence. Alors là, c'est qu'un aperçu, mais imagine voir ça en live action, ça pourrait coller les miquettes quand même. C'est bien de voir Marrok et le 11e frère représenter une vraie menace pour Maul, parce que quand on connaît la suite de leur destin à tous les deux, on pouvait un peu en douter, et je trouve que la série les met bien en valeur, en montrant leur aptitude redoutable au combat, avec de très belles scènes et chorégraphies.
Donc je suis assez content de ce côté-là. Et justement, en parlant de combat, j'aimerais qu'on souligne la qualité des différentes scènes d'action qu'on peut avoir dans ces 2 épisodes, parce qu'entre les courses-poursuites et les affrontements, on aura été servi. Ce que j'aime, c'est la violence des affrontements, parce que c'est ce qu'il nous avait promis avec cette série d'animation censée être un peu plus adulte. Donc on en a parlé concernant les duels au sabre laser, mais là on voit vraiment les Stormtroopers se faire dézinguer à tour de bras avec des tirs de blaster qu'on voit vraiment transpercer les armures dans cette fameuse scène du pont notamment, où on assiste à un véritable massacre, mais c'est là que le flot continu de renforts montre aussi toute la puissance de l'Empire. On observe aussi des crashs et explosions de vaisseaux qui entraînent la mort de beaucoup de monde de manière assez explicite, notamment des mercenaires souhaitant trahir Maul, et on n'en voit pas si souvent dans les projets animés, donc c'est intéressant à noter. J'aime aussi le réalisme de ces combats illustrés par la défaillance des jambes mécaniques de Maul qui de manière logique ne peuvent supporter des sauts d'une dizaine de mètres sans les fragiliser, et ça c'est des petits détails que j'apprécie vraiment. Bon, même si après il est vrai que l'équipe de Maul subit peu de pertes alors qu'ils sont pris entre 2 feux à découvert sur un pont, mais on va dire que ça passe. On a aussi une très bonne scène de course-poursuite accompagnée d'une musique assez originale dans l'univers. Le sound design, le rythme et les rebondissements, ils sont absolument parfaits. Et la finalité avec Maître Daki qui projette une moto jet sur une canonnière, c'était vraiment super classe. J'ai adoré de bout en bout. Je trouve encore une fois qu'il y a des plans absolument magnifiques et j'ai fini par vraiment rentrer dans les choix de direction artistique avec ces 2 épisodes. J'ai adoré le rendu de l'eau qu'on a ici et qui fait hyper réaliste. On a ça dans plusieurs scènes comme celle du combat entre Maul et les Inquisiteurs, ou aussi quand il se retrouve seul avec lui-même. Mais de manière générale, visuellement, c'est hyper intéressant et élégant, comme j'avais déjà pu le dire dans mes avis précédents. Le rythme est toujours aussi bon, on ne s'ennuie jamais, alors que pourtant on a vraiment l'impression d'avoir assez de temps pour creuser les personnages. L'histoire trace et on sent qu'on arrive enfin à la connexion avec Solo et l'Aube Écarlate qui arrive, avec cette scène de fin et Dryden Voss qui souhaite rencontrer Maul. On avait déjà vu dans The Clone Wars durant le siège de Mandalore que les deux avaient déjà conversé, mais là on en veut plus. J'attendais que ça. Donc qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est quasiment parfait, parce que l'émotion et l'action c'est clairement le combo gagnant dans Star Wars, et là on manque de rien sur ces 2 aspects dans ces épisodes 7 et 8, donc pour moi la mission elle est déjà quasi accomplie. On va attendre de confirmer avec le final de la semaine prochaine, mais à moins d'un gros ratage qui sera en décalage avec tout le reste de la série, on est sur un projet animé ultra quali pour le moment. Vous ajoutez à ça une esthétique ultra soignée et artistique qui a fini de me convaincre et un sound design qui, comme toujours, est absolument parfait. Ça fait qu'on ne peut que prendre notre pied chaque lundi, les amis. Je mettrai une petite réserve sur la musique que je trouve un peu en retrait depuis le début. Ça méritera une réécoute de la BO en fin de saison parce que j'aime bien le travail de Kevin Keener habituellement. Mais là, j'ai l'impression qu'à vouloir rester dans un univers ultra sombre, ça l'a empêché de composer de vraies mélodies ou un vrai thème qu'on pourrait avoir en tête. C'est un peu dommage. Concernant ma note sur l'échelle du Jar Jar, eh bien on monte encore d'un cran avec l'émotion qui a enfin débarqué dans la série et je mettrai un très beau 17 sur 20 pour ces 2 épisodes que j'ai adorés, il n'y a pas d'autre mot. J'ai trop hâte de découvrir le final et je pense qu'on est tous dans le même cas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces épisodes 7 et 8 les amis. N'oubliez pas, abonnez-vous, cochez la cloche, likez et surtout commentez pour qu'on débatte en commentaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le grand final et mon avis ultime. Vous savez ce que ça signifie pour ceux qui me suivent depuis un petit moment. N'oubliez jamais, parlons Star Wars, que la force soit avec vous. Ainsi ai-je parlé. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.